Salut à toutes et à tous. 2 mois sans Première Ligue, c'est long. On avait évidemment tous besoin de vacances, mais c'est avec un plaisir immense que l'on se retrouve pour une nouvelle saison grande et belle de Première Ligue et aussi toutes les semaines dans PL Club pour vous préfacer les affiches importantes de notre championnat préféré. Une émission en compagnie de Bruno. Salut, vous n'avez pas été transféré en Arabie Saoudite, vous? J'allais vous poser la question, comment vous avez fait? Il y a eu tellement de passages que je me suis demandé à un moment si vous alliez peut-être aussi travailler pour une télé saoudienne. 32e saison de PL Club, oui. Enfin, de Première Ligue plutôt. De Première Ligue. De Première Ligue. Depuis le début, non? Oui, oui, on est là et on reste. On est content de vous retrouver également, Jean-François. Salut. On est content. Dommage pour votre salaire, hein, parce qu'en Arabie Saoudite, ça aurait été sympa. Mais négociation. Mais merci pour votre fidélité. Non, merci. Restez bien avec nous pour la Première Ligue et PL Club. On vous rappelle, c'est quand même 200 matchs en direct par saison de championnat anglais. Alors, cette émission ne pourrait pas exister sans l'apport évidemment de Christian Skackels, qui représente Vision du jeu et qui tous les jeudis soirs nous apporte ses modèles de jeu pour mieux comprendre les rencontres du week-end. Salut Christian. Bonsoir messieurs, vraiment c'était long ces 2 mois, mais je suis très content de revivre une nouvelle saison avec vous et je pense qu'on va bien s'amuser et on va aussi apporter quelques nouveautés. Ça va être vraiment sympa cette saison. Alors, je vous propose de retrouver Christian dans une interview donnée à Thibaut Drez dans le blog Vous. Il nous explique comment fonctionne Vision du jeu et comment il nous apporte chaque semaine ses modèles de jeu. Et une précision aussi sur les termes utilisés chaque fois dans l'émission. Voilà, c'est une explication sur la procédure de Vision du jeu et sur la manière dont nous obtenons toutes ces infos. Nouvelle saison, messieurs. Je vous propose peut-être, avant de plonger dans la nouvelle, de revoir quelques-uns des joueurs qui ont brillé la saison dernière avec Haaland, évidemment 36 buts rien qu'en Première Ligue. Notre meilleur donneur d'assist, Kevin De Bruyne. On va les retrouver avec Manchester City pour une nouvelle saison. Alors lui, il est parti, David De Gea, c'est celui qui avait le plus de clean sheet, assez étonnant. Il ira où? On ne sait pas. Et lui, il ira où? Alors lui, il paraît que Tottenham a accepté, au moment où on fait l'émission, la proposition du Bayern Munich. Les autres joueurs seront encore là cette saison. David Raya, peut-être pas du côté de Brentford à suivre. C'est celui qui avait réussi le plus d'arrêts. On retrouvera Bruno Fernandes, évidemment, avec Manchester United. Palhinha, alors Fulham ou pas. On sait qu'il est souvent cité dans le mercato, mais cette saison, messieurs, elle est placée évidemment sous le signe de Manchester City, qui a touché les étoiles avec ce magnifique triplé il y a quelques mois. Un 4e titre d'affilée, ce serait une première dans l'histoire du football anglais. Aucun club, même le Manchester United de la grande époque, n'a gagné le titre 4 fois d'affilée. Est-ce possible? Est-ce réalisable? Est-ce imaginable? J'ai envie de dire, ça a bien commencé puisqu'ils ont perdu le Community Shield. Oui, mais c'était pas dans les priorités. Non, c'est un clin d'œil que Guardiola. Non, mais alors je le dis parce que c'est un clin d'œil évidemment de Pep Guardiola. En conférence de presse, après la défaite dans le Community Shield, un journaliste lui pose la question en disant: vous perdez le Community Shield? Il dit oui, pour la 3e année consécutive, on le perd. Et à chaque fois, ils ont été champions après. Et à chaque fois, on a été champions. Il le rajoute bien évidemment. Alors, quand on a touché les étoiles, comme Manchester City, comment se remotiver, comment se relancer la saison suivante? En changeant peut-être 2-3 petites choses. Oui. Qu'est-ce qui peut influencer ce noyau? Est-ce que l'âge de De Bruyne peut avoir une influence? Est-ce que les départs vont avoir une influence? Est-ce que les arrivées vont avoir une influence? Est-ce que pour le reste, c'est une question de communication? Je pense qu'il faut garder la fin dans son noyau, FAIM. Maintenant, quand vous gagnez autant de choses, vous pouvez faire que chuter. Oui, ce qui peut changer la donne éventuellement, parce qu'on ne sait pas, et je le disais encore dans un article ce matin, c'est justement cette période de transfert et la possibilité, notamment pour l'Arabie Saoudite, de transférer jusque quasiment au-delà de la mi-septembre. Oui. Ça veut dire qu'ils vont solliciter des joueurs Ligue, fort c'est tard. Jusqu'au 1er septembre, mais l'Arabie Saoudite peut encore ça peut tout changer puisqu'ils ont accès à tous les joueurs et à tous leurs contrats aujourd'hui. Oui. Il y a même des clubs anglais qui sont sous pavillon saoudien. Bien sûr. Donc ça peut évidemment influencer tout le marché. Alors dans les scénarios plausible et souvent entendu notamment du côté de la Grande-Bretagne, de l'autre côté de la Manche, c'est est-ce qu'on peut imaginer une course au titre à 4 avec City évidemment favori, Arsenal qui va essayer de faire mieux que la 2e place et peut-être aussi Liverpool, Manchester United qui vont essayer d'être meilleurs évidemment que la saison dernière. Une course à 4, ce serait idéal en tout cas pour nous en tant que diffuseurs. Avec une interrogation, c'est quels sont les progrès que Newcastle va pouvoir faire encore la saison prochaine. On connaît les moyens. Oui. Avec la Ligue des Champions en plus. Hein, exactement. Ça, c'est un élément important. On a une incertitude, je trouve, concernant Chelsea. On ne sait pas trop comment cette équipe peut se conforter, même si on en parlera aujourd'hui, et que donc je pense qu'il y a des signes qui peuvent être interprétés comme positifs.
Voilà, enfin, oui, bien sûr, les 4, on espère les retrouver. En tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'il y a du suspense qui va exister jusqu'au bout. Ça, oui. Ce qui est terrible quand même, c'est que l'immense favori, c'est City. Oui. Et donc ça enlève un peu. Bon, on a connu ça avec les Red Devils, on a connu ça avec Liverpool en d'autres temps, on a connu ça dans d'autres championnats avec certaines équipes. On le connaît toujours d'ailleurs, avec le Bayern Munich notamment. Évidemment, mais c'est évidemment l'immense favori. Donc la Première Ligue, c'est un championnat qui se déroule à 20 clubs et où c'est toujours Manchester City qui gagne à la fin. On verra si ce sera encore le scénario cette année. Ça tombe bien parce que City, c'est quand même un des acteurs importants de la première rencontre de cette nouvelle saison de Première Ligue. Ce sera vendredi soir du côté de Burnley. Et là, évidemment, il y a du narratif parce que c'est un rendez-vous de rêve. On vous explique pourquoi après ceci. Burnley, Manchester City, le lever de rideau de la saison vendredi, coup d'envoi 21h et la Première Ligue ne pouvait pas choisir un meilleur match parce que c'est évidemment le champion de Championship face au champion de Première Ligue, un duel de champions. Il y a tellement d'histoires à raconter et notamment le duel aussi entre Vincent Kompany et Guardiola. C'est l'apprenti qui accueille son maître. Oui, on peut dire ça. Ce qu'il y a aussi, c'est plus de 100 points, 101 points pour l'équipe de Burnley la saison dernière. Et un chiffre qui m'avait marqué, 64%, plus de 64% de possession de balle pour Burnley en Championship. 2 équipes au top niveau font un tout petit peu mieux, et on n'est même pas à 65%. C'est le Barça et c'est Manchester City. Alors, une question technique, mais Christian, tout au long de la saison, y répondra. Est-ce qu'ils vont garder ce cas de figure-là à un niveau, à l'échelon supérieur? Pour le reste, on connaît l'immense succès de joueurs Kompany avec les Citizens. Hein. Alors revenons quand même sur cette saison. Alors je pense qu'on peut dire, on est souvent dithyrambique en tant que journaliste, mais elle était exceptionnelle pour Vincent Kompany. Il est arrivé là dans un club, une équipe Burnley qui avait passé 10 ans quand même avec Sean Dyche, qui jouait quasiment du kick and rush. Il a tout changé. Une saison de Championship, c'est 46 matchs, 3 défaites seulement en 46 matchs de Championship. Une à domicile. Une à domicile avec une équipe qui avait complètement changé. Il a tout de suite déposé sa marque, il a changé l'ADN. Champion déjà depuis le mois d'avril, bien avant la fin du championnat. C'est incroyable ce qu'il a réussi. Ouais, 87 buts marqués, malgré un modèle offensif un peu particulier. Alors il marque dans tous les domaines, ça Christian nous le précisera encore, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment une star dans cette équipe au niveau offensif. 35 buts marqués, ça veut dire une bonne assise défensive malgré tout et une bonne organisation. Et j'ai envie de dire que c'est une équipe qui a changé son style complètement, qui a changé son ADN en une saison. Ça a plutôt bien pris. Reste à voir comment le passage à l'étage supérieur va se faire. Moi, j'ai envie quand même de dire que l'année dernière, malgré la réussite de la saison dernière, ils ont rencontré 2 fois des équipes de Première Ligue. C'est une fois City en Cup, ils se sont fait balayer 6-0. Une fois Manchester United en Coupe de la Ligue et ils se sont fait battre 2-0 également. Donc, évidemment que par rapport à la saison dernière, il va falloir encore monter le niveau de compétitivité. Et pour Kompany, de toute façon, déjà dans la légende, premier manager belge en Première Ligue de l'histoire. On a eu beaucoup de joueurs, on a passé beaucoup de bons moments et il revient. En plus, c'est un championnat qu'il a marqué de son empreinte avec Manchester City, 4 titres de champion, notamment aussi avec Pep Guardiola. Donc c'est quand même c'est un retour par la grande porte pour Vincent Kompany. Moi, je trouve ça extraordinaire comme histoire, personnellement, et je fais partie de ceux qui... alors, on ne va pas faire rétro-pédaler, évidemment, il est content d'être en Angleterre, etc., mais je fais partie de ceux qui disent que probablement que c'était une erreur de ne pas l'avoir laissé poursuivre son projet à Anderlecht, qui était, je pense, une de ses vraies ambitions, etc. Tout profit pour Burnley. Tout profit pour Burnley, et peut-être même pour Vincent, entre parenthèses. Maintenant... une carrière se fait, mais se défait aussi vite. Et donc, il ne faudrait pas que cette année, l'équipe soit trop en difficulté en Première Ligue. On va voir ça avec beaucoup d'attention. Moi, j'ai envie de dire, il y a un truc qui me perturbe. C'est évidemment le début de saison et on parlait justement de Turf Moor et des matchs à domicile. Les 5 premiers matchs à domicile, City, Villa, Tottenham, Man U, Chelsea. On sera vite fixé. Oui, et avant fin septembre, ils vont encore rencontrer Newcastle aussi. Ils ont un début de saison costaud. Alors, on le disait, premier manager de l'histoire de la Première Ligue, Vincent Kompany, mais il a donné une identité belge aussi à cette équipe en amenant des joueurs belges ou des joueurs qui viennent de Pro League, Christian. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Évidemment, chaque entraîneur, chaque manager vient avec son réseau. On l'a vu avec Manchester United où Ten Hag a favorisé des joueurs hollandais comme Wout Weghorst ou alors des joueurs qui venaient de l'Ajax
avec Anthony, où il a travaillé avec eux, donc il les connaît, et aussi probablement avec des agents. Ici aussi, il a fait marcher son réseau. Pratiquement en Belgique, chaque joueur qui était destiné à la Première Ligue allait passer par Burnley. Et là, voilà, il a permis à 5 joueurs de niveau moyen, qu'on connaissait pas trop bien, qu'on connaissait en Belgique, mais pas ailleurs, d'avoir le rêve de la Première Ligue. Et voilà, on voit tous ces joueurs sont des joueurs binationaux qui ont choisi de jouer, certains pour la Belgique, d'autres pour le pays d'origine de leurs parents. Et donc, il a permis à ces joueurs de rêver. On va voir maintenant ce que ça va donner dans cette Première Ligue, et notamment avec Benson, qui est un joueur exceptionnel, qui est un joueur moyen en Belgique, qui est parti en Hollande, mais qui nous a régalé cette saison en Championship en marquant des buts somptueux en venant de out vers in, avec des tirs lointains, des tirs enroulés. J'espère que ça va pouvoir se produire cette saison, parce que voilà, il y a du Anthony, il y a du Robben dedans, il y a énormément de qualité, c'est-à-dire que c'est moins un débordement pour donner un centre dans une zone optimale, mais ça donne cette option de rentrer dans le jeu, d'avoir un tir enroulé magnifique, de s'ouvrir une fenêtre de frappe, et c'est très très compliqué pour les gardiens de but. Ça, ce sera une des attractions du début de saison, parce qu'on voit les buts de Benson, ils sont pas loin d'être exceptionnels. Et on le voit vraiment là quand il dit out vers in, petit mot d'explication, c'est vraiment partir de l'extérieur, de rentrer dans le jeu pour trouver ces espaces-là. Et c'est donc le gaucher qui joue à droite ou le droitier qui joue à gauche et qui peut utiliser son bon pied en rentrant dans le jeu. Alors j'ai deux anecdotes, une concernant Benson directement. D'abord, il faut connaître le profil du gars, ce petit gabarit, plutôt explosif, bonne technique, très costaud sur ses jambes malgré tout. Bonne frappe, on le voit évidemment ici. En même temps, un mental qui peut être parfois un peu léger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin énormément d'être soutenu et mis en confiance par son entraîneur. Ça, au Championship, il a été testé à ce niveau-là. Il a été testé à ce niveau-là, mais surtout, je pense que c'est la relation de confiance que Vincent est arrivé à installer avec ses joueurs. Quand il les a, il arrive à les persuader de leur qualité et de leur marge, en tout cas, de progression. Et puis, petite anecdote concernant les tirs au rectangle, il faut quand même savoir que les expected goals sur les frappes au rectangle sont extrêmement faibles, que Vincent y avait été un petit peu sensible au moment du Sporting Anderlecht notamment, où il avait évoqué à ses joueurs le fait d'être sensible à cet expected goal qui était finalement très bas. Et donc, or ici, on a la preuve que l'expected ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il suffit qu'on ait un bon frappeur pour que ce soit extrêmement rentable. Donc voilà, petite anecdote. Les presque goals. Les presque goals. On a parlé de presque goals. Les presque goals. Bon, c'était pas des presque goals, hein. C'était 11 buts pour Benson la saison dernière, et on verra s'il est capable de tenir la cadence. Et le but du titre, c'est lui. Oui, bon, le titre au mois d'avril, il était assuré de le remporter à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que c'est lui qui il est blessé. Il est blessé, le dernier match de préparation, il ne l'a pas joué. Ok, donc on verra s'il est là ce week-end. On croise les doigts, parce que ce serait quand même bien de le voir sous le maillot de Burnley, en même temps que d'autres anciens de la Première Ligue qui ne sont pas belges. Un Sanderberg, un des derniers transferts de ces dernières heures du côté de Burnley. Il y a Cullen aussi, Vitinho, donc le marché belge est quand même important aussi du côté de Burnley, dans le réseau de recrutement. 8 joueurs anciens de la Pro League qui sont aujourd'hui dans le noyau de Burnley. Donc voilà, il y a des bons joueurs en Pro League. Il y a des moyens, il y a plus de 70 millions dépensés là aussi. Plus en janvier, ils ont fait venir 4-5 joueurs en janvier dernier. Donc, 79 millions pour les arrivées. Et alors, les joueurs sortent pour un peu moins de 4 millions d'euros. Donc ça veut dire que la balance semble évidemment fortement déséquilibrée. Mais l'année précédente, il avait beaucoup vendu. Oui. Et donc, on va dire que l'équipe a complètement changé par rapport à celle qui était descendue en Première Ligue. Exactement. Sur 2 saisons, ça s'équilibre plus ou moins entre les in et les out, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, il a les pleins pouvoirs. Oui. Et il adore ça. Et il les utilise plutôt bien jusqu'à présent. On va confirmer en premier. Christian, en préparant l'émission, vous avez utilisé une formule qui m'a plutôt interpellé. Vous m'avez dit que Burnley, la saison dernière, c'était le Manchester City de la Championship, mais qu'il ne faut pas devenir... Vous avez utilisé le terme, je crois, Norwich, le Norwich de la Première Ligue. Oui, on a vu dans les équipes qui montaient de Championship, il y avait des équipes qui survolaient cette Championship comme Norwich souvent, mais ils faisaient directement l'aller-retour. Par contre, on a des équipes qui sont passées par les playoffs, notamment comme Brentford, mais qui étaient avec un modèle utilisé en Championship qui fonctionne en Première Ligue, c'est-à-dire l'utilisation des phases arrêtées à hauteur de 45% et même plus parfois. Et ça, c'est une des solutions pour pouvoir rester en Première Ligue. Est-ce que Burnley, maintenant, avec son système de jeu qui est proche de celui de Manchester City avec Kompany, c'est-à-dire, on voit donc, comme on vient de voir avec Benson,
cette utilisation du jeu dominant placé très haut et de pouvoir utiliser des ailiers à contre-pied, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de s'imposer dans le camp d'adversaire aussi longtemps qu'ils l'ont fait cette saison, comme Bruno le disait, avec 65% de possession de balle? Et là, pour le moment, j'ai encore un doute. Donc, espérons qu'ils vont plus se rapprocher d'un modèle comme Brentford et d'utiliser des moments forts pour aller gagner des matchs avec des clean sheets à 1-0, voire 2-1. Ou est-ce qu'ils vont vouloir continuer à avoir ce système de jeu de mise en place? Et là, ils vont avoir moins d'opportunités, moins d'options. Et là, ils vont peut-être se retrouver dans une situation comme Norwich. Donc, il faut préparer un plan B, Jean-François, du côté de Vincent Compagnie de Burnley. Je ne sais pas s'il prépare un plan B. En tout cas, il prépare un plan A. Et dans ce plan A-là, il y a quand même, je pense, l'envie de continuer à avoir un jeu posé, certaine domination, une certaine, match, en tout cas, maîtrise. En tout cas, de ne pas subir constamment. Et je ne pense pas que le modèle soit celui d'une équipe comme de kick and rush, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, il a posé maintenant un style, il a posé un jeu, il y a un ADN dans l'équipe. Et je pense qu'il va quelque part aller avec ces idées-là en première ligue, même s'il faut les adapter, bien évidemment. Mais bon. Bon, les idées de Guardiola, Manchester City, je crois qu'on les connaît par cœur maintenant et qu'elles ne vont pas changer comme ça d'une saison à l'autre. Attention, ils sont champions sans numéro 9, ils sont champions avec un numéro 9 qui explose tous les compteurs buts. Je veux dire, demain, il va peut-être nous inventer encore autre chose. Hein. Tout est possible. Hein. Il en met deux maintenant comme en Community Shield, donc avec un numéro 9 et un faux numéro 9 derrière. Donc peut-être ça la solution. Forcément, non, ça n'a pas super bien marché, on est d'accord. Alan n'a joué que 60 minutes, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, on est d'accord. Ça fait partie des matchs de préparation. Oui, c'est pas le match le plus important de la saison, le Community Shield. Je pense qu'il y a beaucoup d'échéances. Il y aura le championnat du monde des clubs, il y aura la Super Coupe déjà au mois d'août pour Manchester City, hyper favori de cette nouvelle saison de Première Ligue, avec quand même, Christian, quelques petits changements en termes de transfert, des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent aussi. Gundogan est parti à Barcelone et Mahrez est parti au Moyen-Orient. Donc ça, c'est deux grosses pertes offensives. Par contre, c'est compensé par Kovacic, qui lui va voir plutôt, à mon avis, un rôle de piston ou de pare-feu en fait devant cette défense, parce qu'il est quand même moins prolifique au niveau offensif que Gundogan. C'est seulement 1 but et 2 assists cette saison, donc là il va falloir compenser, mais comme vous l'avez dit précédemment, il a joué sans 9, il a joué avec 9, il a joué avec Mahrez, il a joué avec Foden, il a Grealish, il a plein de possibilités pour venir de deuxième ligne comme ils l'ont montré sur les dernières saisons, donc je ne pense pas que ça va être un gros souci. Je pense qu'il a le luxe aujourd'hui de ne devoir remplacer que 1 ou 2 joueurs, mais maintenant on va voir ce que ça va donner dans ce début de saison. Alors Pep Guardiola a affirmé un jour qu'il pourrait jouer avec 10 milieux de terrain, 10 joueurs d'entre-jeu dans un match. Mais par contre, on peut remarquer qu'il adore les défenseurs centraux. Il vient de dépenser plus de 90 millions pour un nouveau défenseur central. Saison après saison, ça c'est une grande histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement son rôle de demi-défensif et il les protégeait quand il était joueur, il protégeait les défenseurs centraux et donc il a une admiration particulière puisque le portefeuille est toujours ouvert pour dépenser des sommes colossales pour ses défenseurs centraux depuis qu'il est arrivé. Et on le voit sur cette infographie. Je vous laisse découvrir vous-même. J'ai mis quelques cœurs autour de Guardiola pour montrer cet amour sans limite pour ses défenseurs centraux, puisqu'il a déjà dépensé 350 millions d'euros depuis qu'il est arrivé pour 6 joueurs. C'est énorme. C'est ça l'amour, hein, c'est ça l'amour, dépenser 350 millions par amour. Mais quelle différence entre Akanji 18 millions et Guardiola 90 millions? Quelle différence pourtant. Ils se sont trompés. Ils se sont probablement trompés en fait. C'était il manquait un 0 quelque part. Voilà. Moi, non, mais Akanji était un bon achat. Il faut le rappeler. La saison dernière, c'était une excellente opportunité. Stones il a fait une super saison. Achat, même si ce fut compliqué. Il a fait une très bonne saison. Il a même joué dans l'entrejeu. Guardiola lui a trouvé un nouveau poste. Il faut quand même préciser que Guardiola voulait Guardiola dans son effectif. Presque à tout prix. Presque à tout prix. On le voit. Donc, Guardiola est un joueur jeune, dont tout le monde a fait les éloges et tout le monde a été, etc. Et c'est vrai que c'était formidable. On l'a vu une fois quand même se faire enrhumer par un joueur, c'est Messi, qui l'a mis dans sa poche. C'est pas n'importe quel joueur. Qui l'a mis dans sa poche sur une action.
Donc voilà. Ça, c'est quand même pardonnable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on ne s'en sort pas tout seul dans un effectif. Bien sûr. Et que donc, voilà. Et pourquoi donne-t-il autant d'argent pour des défenseurs centraux? Parce qu'il sait sans doute qu'il expose ses joueurs, et notamment ses défenseurs, à des situations complexes. Et donc, il prend les meilleurs pour essayer de réduire, je suppose, la marge d'erreur. Il prend les meilleurs, enfin en tout cas ce qu'il pense être les meilleurs sur le marché. 1,2 milliard, je pense, depuis qu'il est là, oui. Guardiola. En même temps, il rapporte des prend les meilleurs partout. Oui, il a tout gagné. Effectivement. Bon, un défenseur central en plus, par contre, un joueur d'entrejeu à milieu de terrain qui remplace un autre, c'est Kovacic qui remplace Gundogan. Voilà, c'est pas tout à fait le même profil de joueur. Notamment en termes de chiffres, Gundogan était quand même régulièrement buteur et donneur d'assists pour Manchester City. Kovacic, on a été voir ses stats de la saison dernière. Et on va voir ici, il a marqué 1 but et il a réussi 2 assists. Certes, c'est un très beau but et 2 superbes assists, mais c'est pas tout à fait. Oui, c'est pas le même contexte non plus. Mais avec une capacité quand même d'infiltration. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec City cette saison. Voilà, je pense qu'il a quand même Kovacic dans son jeu, et moi je parle de ça surtout en équipe nationale, où on le voit s'infiltrer balle au pied. Je ne dis pas évidemment que tout ça doit se matérialiser en chiffres, je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il a certains éléments qui pourraient, dans le collectif en tout cas de Manchester City, peut-être progresser. C'était un des meilleurs joueurs de Chelsea la saison dernière et c'était pas facile vu le contexte. Dans un contexte impossible. Mais on reparlera aussi du départ de Gundogan, on va attendre un peu. Oui. Parce que ce rôle-là était vraiment exceptionnel. N'oublions pas qu'à un moment donné, il était meilleur buteur de l'équipe. Tout à fait. Et donc, il était là. Christian, vous voulez ajouter quelque chose sur l'arrivée de Kovacic à Manchester City? Oui, pour ceux qui ont vu le match du Community Shield ce week-end, en deuxième mi-temps, il a tenté une infiltration en essayant de dribbler 4-5 hommes. Alors, il s'est en fait arrêté à la baseline parce que le défenseur, je crois que c'était Gabriel, avait super bien protégé le ballon, mais il a montré un peu un aperçu de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire s'infiltrer ballon au pied pour essayer de toucher cette zone optimale ou de pouvoir jouer un appui avec un autre joueur. Maintenant, on va voir comment ça va se mettre en place pendant la saison. Voilà, le mercato n'est pas terminé, on l'a signalé. Paqueta, apparemment, il y a une offre de Manchester City pour le joueur brésilien de West Ham. Et puis Bernardo Silva, ça fait plusieurs saisons qu'il veut partir à chaque été. Il est toujours là. Va-t-il rester jusqu'au bout? Walker aussi, on parle d'une éventuelle sortie, donc ça va sans doute encore bouger dans l'effectif. Ouais. C'est le boulot des managers maintenant. Des agents aussi. Et des agents. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà. Donc il faut le faire circuler. Ouais, effectivement, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer dans le mercato. En tout cas, belle première affiche pour débuter cette saison de Premier League. Ce sera vendredi soir à partir de 21h. Burnley face à Manchester City. Autre affiche dimanche. Un match entre clubs du Big Four, mais qui n'ont pas terminé dans le top 4 la saison dernière. C'est le paradoxe. Chelsea face à Liverpool. So here we are again, reconvening and ready. A new hand at the helm, a fresh page on which to write a new story. The Premier League is back. A new season, a new direction, a new mentality. It starts now. Chelsea-Liverpool dimanche à 17h30. Peut-on d'ailleurs encore parler de Big Four? Pour Liverpool, oui, certainement. Mais pour Chelsea, qui a terminé, c'était quoi, 12e la saison dernière, peut-on encore parler de Big Four, cette formule qui présentait les 4 clubs les plus puissants de Premier League. Alors j'ai noté 12e, 16 défaites. 16 défaites pour Chelsea la saison dernière. Oui, 38 buts marqués, c'est totalement insuffisant, donc c'est aussi là. Pour 47 encaissés, c'est bien de mettre toujours le rapport entre les buts marqués et les buts encaissés. On a nettoyé les écuries à Chelsea, on a racheté une dizaine de joueurs, il y a beaucoup de jeunes, il y a un noyau très très large, ils ont voyagé aux États-Unis avec 39 joueurs, c'est beaucoup trop, il va réduire ça, Pochettino, donc il y a plein de questions à tous les étages du club, entre autres Pochettino. Et, un nouveau manager, Pochettino. Quel entrejeu aussi pour les Blues cette saison? Un manager qui a fait évidemment de très belles choses sans gagner le titre avec Tottenham, qui arrive là et qui a un gros chantier devant lui, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs importants qui sont partis. Vous avez parlé de nettoyer les écuries. J'ai l'impression qu'on a construit de nouvelles écuries, parce que tout a changé en l'espace d'un an à Chelsea. Il y a une pression énorme, peut-être plus sur le propriétaire
américain que sur Pochettino aujourd'hui, hein, parce qu'ils vont démonter le stade là à un moment donné, c'est pas possible. Oui. Alors il y a énormément de joueurs qui sont arrivés la saison dernière et on a l'impression que ça continue d'être une espèce de gare de triage, Christian, parce qu'il y a encore énormément de joueurs qui sont arrivés. Exit Kai Havertz, Mason Mount, Koulibaly, Jorginho, qu'est-ce qu'il y a encore, Joao Félix qui est retourné. N'Golo Kanté, joueur important. Kovacic, N'Golo Kanté, super important. Aspilicueta, super important. Donc voilà, c'est un renouveau. C'est très difficile de parler du modèle et de ce qu'on peut attendre. Mais Christian, j'ai noté que par rapport à la finale de Ligue des Champions 2021, ils sont quand même champions d'Europe il y a 2 ans. Il reste des joueurs qui ont joué la finale, Chilwell, Thiago Silva et Reece James. En 2 ans, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment un revirement de situation. Et on parlait justement, je disais avec Jean-François en préparation de l'émission, on disait mais finalement, sur les dernières années, quelle est exactement l'identité offensive de Chelsea? En fait, on ne sait pas. En fait, on a toujours eu affaire à une équipe qui était très physique, qui était très très bien mise en place, parce que défensivement, même avec l'arrivée de Potter, il a montré que défensivement, il y avait quelque chose d'important, mais offensivement, on ne sait pas. Et quand on voit les performances l'année passée, ils ont touché vraiment le fond, puisque le meilleur buteur avait 7 buts. Sterling avait 6 buts seulement, alors qu'il est venu avec un salaire mirobolant et qu'il a marqué notamment seulement contre des relégables. Donc on a vu, il manque une identité offensive, et c'est ce qu'on attend cette saison avec Pochettino, de mettre vraiment quelque chose en place où on peut se dire, voilà, c'est le style de Chelsea avec une efficacité. Est-ce que les nouveaux joueurs que l'on va découvrir sur le tableau que vous avez préparé sont capables d'apporter une nouvelle identité offensive? Bon, on sait déjà que le plus gros transfert ne sera pas disponible en début de saison. Là, il est blessé, je pense. J'ai vu pour 15 semaines, donc c'est vraiment de la malchance pour pouvoir mettre en place un système offensif. On a vu aussi sur les réseaux sociaux que des photos de Lukaku qui était à l'entraînement ce matin, et qu'on a vu aussi que finalement, probablement avec la Juventus, les supporters n'étaient pas du tout d'accord de le faire venir. On a Nicolas Jackson qui est un gars qui vient de la Villarreal et qui est un super attaquant, qui a travaillé sous Emery, donc qui a énormément de possibilités dans les projections. Et puis on a aussi notamment Angelo qui est un ailier qui vient du Brésil, qui est une vraie promesse du football mondial dans les prochaines années. Donc voilà, il faut attendre maintenant comment est-ce que le chef d'orchestre va mettre tout ça en musique. Et j'espère d'ici d'avoir une timeline dans 3 ou 4 semaines pour donner plus d'éléments. On se rappelle, la saison dernière, ils avaient déjà, sur les 2 mercatos, dépensé plus de 600 millions d'euros, avec des joueurs comme Modric, dont on parle quasiment plus en ce début de saison parce qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent. Il est toujours là, donc on va voir. Il est toujours là, évidemment. Et Chelsea espère évidemment qu'il sera un des joueurs importants. Il y avait Sterling aussi, c'était un gros transfert de la saison dernière. Une fortune pour Cucurella, bon, il y avait Wesley Fofana et les autres, mais des joueurs offensifs, on reste sur l'aspect offensif. Raheem Sterling, qui a quand même fait quelques belles saisons à Manchester City, qui a gagné des titres, qui a été bon à certains moments avec l'équipe anglaise. 6 buts la saison dernière. Et il a marqué sur, je crois de mémoire, c'est 4 matchs, il a fait 2 doublés. On va le voir ici, notamment face à Leicester. Il a traversé cette saison quasiment de manière transparente. Je suis d'accord, mais 6 buts et Christian en a parlé juste avant, dans une équipe qui n'avait finalement plus d'identité offensive. Mais il était censé apporter une identité offensive. Celui qui est censé apporter l'identité offensive, c'est l'entraîneur. Oui, mais enfin bon, il y en a eu 3 sur toute la saison. Mais voilà, mais justement, donc la succession des entraîneurs qui arrivent avec des philosophies différentes, avec des manières de mettre en place l'équipe différentes, qui arrivent avec peut-être des ambitions même très différentes. Moi, je pense que cette année-ci, il faut absolument tout remettre à plat. Pochettino, à mon avis, en tout cas, a dû faire une analyse du noyau et il a donné son feu vert pour le départ de tous ces joueurs importants malgré tout, Havertz, Mount, Kovacic, Koulibaly, etc. Il a donné un feu vert. Il a, je pense, donné aussi le feu vert pour toutes les arrivées. Donc, je pense que, voilà, et pour une fois... Vous pensez, vous n'êtes pas sûr. Non, mais j'en sais rien, je ne vis pas à Chelsea. Donc, voilà, je dis ça à l'observation des noms et en me disant, ils ont fait une balance de transfert 253 qui sort, 207 millions qui rentrent. Donc, pour une fois, la balance, elle est pour le fair play financier, tout va bien. Pour une fois, elle est en équilibre, avec des joueurs qui sont les profils Nkunku, Disasi, Jackson, Sanchez, Angelo, et alors le joueur de Rennes, là, qui est le nom est plus difficile à prononcer. Ce sont tous des joueurs
qui sont plus des joueurs en devenir, des joueurs qui doivent grandir. On est moins dans le côté j'achète des stars, je prends des... Voilà. Donc je pense Modric aussi est un joueur en devenir, ils ont payé 100 millions. Oui, mais bon, ils ont payé 100 millions. Est-ce qu'ils auraient payé 100 millions avec Pochettino? Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'est bien de rappeler que le football est un sport collectif et qu'il y a eu un effondrement du côté de Chelsea, d'abord du collectif. Et qu'à l'intérieur d'un effondrement du collectif, les individualités souvent tombent aussi. On est sûr d'une chose, qu'il réussisse ou pas, Pochettino a un projet de jeu. Ça, on est certain. Après, on verra comment il va l'appliquer et avec quel type de joueur. À mon avis, il a reçu les moyens de ses ambitions. Mais il y a une chose qui est certaine aussi, Bruno, c'est que c'est pas en mettant 11 stars sur un terrain que ça fonctionne. Non. Je pense qu'on peut demander à nos amis parisiens, ils en savent quelque chose. Donc voilà, c'est... Pochettino y est passé. Donc et on surveillera. Mais c'est pour ça que je le dis, parce que Pochettino est passé avec des stars à Paris et que voilà. Donc la gestion, mais ça va avec les transferts qu'il a fait venir. C'est pas des grandes stars, c'est des gars sur lesquels il aura... vous savez, vous rentrez dans un vestiaire, vous avez des types sur lesquels vous avez une influence, d'autres sur lesquels vous n'avez pas d'influence. Il faut avoir son vestiaire en main, et je pense que ce vestiaire, c'est la première condition pour la réussite d'un entraîneur, c'est d'avoir son vestiaire en main et d'avoir ses joueurs qui sont derrière le projet. Si ça, c'est pas une équation, ça peut pas réussir. Pour être trivial, Pochettino doit donc mettre fin au foutoir qu'est Chelsea jusqu'à présent. C'est pas le cas du côté de Liverpool, parce qu'il a quand même bien son vestiaire en main. Jürgen Klopp, en tout cas, on pense qu'il l'avait jusqu'à la saison dernière. Saison un petit peu décevante, une 5e place, mais une excellente fin de saison. Ils sont finalement pas terminés très loin de Newcastle. Les 11 derniers matchs invaincus, après une saison un peu vraiment compliquée aussi. Qui faisait suite à une saison où ils avaient failli tout gagner et où ils ont eu un gros coup de mou sans doute après. C'est un point d'interrogation et le début de championnat, entre autres cette rencontre-là, va déjà nous donner beaucoup d'informations. Et parce que c'est à l'extérieur et que l'année dernière, ils perdent 8 matchs sur 9 défaites. Ils les perdent à l'extérieur. Donc c'est un match pour eux important. Ça donnera beaucoup d'indications, je pense, sur les possibilités de Liverpool cette saison. Et après, il y a évidemment le marché des transferts et ce qu'ils ont pu faire comme transfert. Et là, ça a été vraiment ciblé sur l'entrejeu, Christian, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis, mais il y a 2 joueurs qui sont arrivés pour justement renforcer, pour restabiliser l'entrejeu. C'est vrai qu'il avait souvent été pointé du doigt la saison dernière. Oui, 2 joueurs de l'entrejeu, Szoboszlai et McAllister. Alors 2 joueurs avec un profil intéressant puisque l'un est argentin donc, et donc il a appris son métier de demi-défensif en Argentine où là on lâche vraiment rien et c'est probablement ce que Klopp a besoin cette saison. Et puis Szoboszlai qui vient d'un club où on privilégie le contre-pressing, donc c'est quelque chose aussi que l'entraîneur connaît bien. Donc à mon avis, je crois que le temps d'adaptation va être très bien. Il va falloir quand même compenser les départs de Fabinho, de Firmino, de Henderson, qui était quand même le capitaine emblématique. Et donc, il va falloir redynamiser en fait l'autorité du vestiaire parmi les joueurs. Mais voilà, donc les bases, il y avait. Alors, le seul petit point la saison passée, c'est quand même ce flanc gauche de nouveau qui était quand même relativement faible en efficacité, à contrario du flanc droit avec... Trent Alexander-Arnold et avec Salah qui eux ont toujours été performants notamment dans cette deuxième partie. C'est ce qui a donné évidemment un élan en fin de saison pour pouvoir quand même accéder à certaines places. Mais ils ont une base qui est en place, ils ont un entraîneur qui est là. Il doit y avoir moyen de faire mieux que le début de la saison passée en tout cas. Alexis McAllister, un des joueurs qui a brillé avec une des équipes surprises, Brighton, la saison dernière. Une boule de nerfs. Champion du monde en plus. Des courses. Des duels, du caractère, un penalty transformé en 95e, c'est pas un problème pour lui. Spécialiste des phases arrêtées. Un joueur c'est important dans une équipe. Qu'on annonce depuis un bon moment, depuis quasiment le milieu de saison. On sait que Liverpool est sur ce joueur-là pour plein de raisons et on comprend très très bien pourquoi quand on voit la dynamique qu'il a installée tout au long de cette dernière saison. C'est un excellent joueur, franchement. Je pense que c'est vraiment un très très bon transfert. C'est vrai que l'année dernière, plusieurs fois dans l'émission ici, et puis quand on regardait un petit peu tout ce qui concernait le championnat d'Angleterre, c'était souvent le secteur médian qui était pointé du doigt du côté de Liverpool, secteur vieillissant, etc. Donc, on s'étonne de les voir partir. Non, c'est normal qu'ils s'en aillent, d'autant plus qu'ils se sont peut-être sentis un petit peu poussés dans le dos. Ils n'ont pas envie de passer une saison sur le banc, et donc du coup, voilà, quelqu'un comme Henderson a la possibilité d'aller jouer avec Steven Gerrard aux Émirats, il y va et
et voilà. Gérard ne joue plus, mais Oui, enfin, on s'est compris comme entraîneur, voilà. Mais bon, Quoi qu'il pourrait peut-être y jouer encore dans ce championnat-là. c'est Bon. peut-être. 9e saison pour Jürgen Klopp à la tête de Liverpool et avec, à mon avis, une belle dose d'ambition parce que ne peut-être pas la jouer la Ligue des dernière. Champions, Moi, j'ai lu en tout cas une interview où il dit, ce sera peut-être ma dernière et après, je prendrai une année sabbatique. ça dépendra des résultats. Voilà. Dans un déplacement où c'est une seule victoire sur leurs 9 derniers déplacements en bridge. Donc, c'est pas un Non, déplacement c'est un gros facile. match, pour- effectivement. C'est un bon match référence. Un excellent, bon premier week-end de Première Ligue. Je vous propose de découvrir le programme de cette première journée, vendredi soir, donc du côté de Turf Moor, avec beaucoup d'ambiance et l'accueil du champion de Première Ligue. C'est le duel des champions. Est-ce que tu peux rappeler aussi que, évidemment, on reste sur la même ligne que la saison dernière, c'est-à-dire que Burnley-Manchester City sera aussi diffusé sur Divertissez-vous, donc Donc permettra pour tous les abonnés, pas seulement pour les à abonnés. l'ensemble vous, des abonnés de vous. Exactement. La suite. Les Gunners, de nombreux analystes en font le 2e pour cette saison. Puisque la plupart, 90% des analystes aujourd'hui, Effectivement. donnent encore City comme champion. Mais c'est déjà pas mal. Goals of the Day avec Brighton, une des surprises la saison dernière, qui sera d'ailleurs en Coupe d'Europe cette saison, face à Luton, le petit poussé de cette première Moi, je suis ligue. qui curieux de s'est qualifié découvrir via Luton, les mais playoffs. sur ton domicile. Voilà, Serge, du côté de voilà. Kenilworth Road, ce sera pour un petit peu plus tard. Le stade est encore en rénovation pour justement répondre aux critères de la Première Ligue. Samedi soir, Newcastle-Aston Villa, c'est déjà un gros match aussi. On aurait même pu en parler dans l'émission. Candidat pour rester dans ce top 4, les Magpies, ils en ont les moyens. Et la première de Tielemans, peut-être. Sous le maillot d'Aston Villa, effectivement. Et puis la suite dimanche avec notamment Chelsea et Liverpool et puis Manchester United qui fera ses débuts lundi soir. Manchester United, pour moi, ça reste un point d'interrogation. On aurait pu en parler aussi. Bref, on aurait pu parler à peu près de toutes les équipes. On a déjà, on le sent très envie de parler de tout le monde. On a toute la saison pour le faire. On va garder quand même quelques biscuits pour les autres épisodes de Piel Club. Permettez-moi quand même de vous rappeler que si vous suivez vos sports sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir ici les différents médias sociaux. Vous pouvez aussi jouer. Vous avez l'explication sur nos réseaux sociaux au fantasy. Vous jouez au fantasy ? Pas encore. Non, pas encore. C'est le moment de vous inscrire parce que ce sera avant demain. Je crois que c'est la clôture 1 heure avant le premier match. Donc vous choisissez votre équipe, 11 joueurs. Vous pouvez faire des transferts pendant toute la saison. Vous recevez des points sur la performance des joueurs. Il y aura donc un championnat Vous Sport, la Ligue Vous Sport. Et attention, le vainqueur en fin de saison recevra un maillot de son choix de la Première Ligue. C'est motivant. C'est très motivant. Ouais. Et juste, je vais teaser en disant il va y avoir quand même un truc assez sympa pour les amateurs de Première Ligue. Alors je ne vais pas tout dire, mais simplement sachez que vous dites pourrez... tout, vous dites rien. Non, mais je ne vais pas choisir. tout dire. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, les passionnés pourront vivre leur match autrement. On va dire ça comme ça. Les gros matchs, ils les vivront un petit peu autrement, mais on en dira plus tard. Du surplace, du on-site. Exactement. En tout cas, il y a un manager qui vivra autrement déjà la première journée. C'est Lopetegui. Le championnat n'a même pas encore commencé. Il a déjà été viré à Wolverhampton. C'est la vie d'un manager. C'est un habitué. Ils ont vu, voilà, on a fait la même chose à Molenbeek, donc ils se sont dit, bon, pourquoi pas. Voilà. Ok, bon. Vous avez réussi à placer Molenbeek dans l'émission. C'est sûrement un pari avec un pote, ça. Merci Bruno. À bientôt. Merci Jean-François. Merci Christian. On vous retrouve évidemment dès la semaine prochaine. Et on va vivre passionnément ce premier week-end de Première Ligue. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. It's time. It's time to move. It's time to bounce. It's time to lead. It's time to shout. Time for new dreams. Time for new drip. Time for new scenes. Time to tear up the script. So bring the noise. Bring the fire. We're flying high. Time to get higher. It's game time. It's our time. Alexander-Arnold! It's go time. Holland! It's showtime. Showtime. Premier League, the opening week. Let's go.